Paul Biya a quelque chose contre le peuple camerounais. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'il a quelque chose contre le peuple camerounais. Paul Biya n'aime pas le Cameroun, il n'aime pas les Camerounais. Comment peut-on diriger pendant plus de 40 ans un pays et le conduire du statut de pays en voie de développement au statut de pays pauvre très endetté, sans en être choqué? Il n'a aucune pitié pour les Camerounais. Et s'est mis simplement à traiter les Camerounais comme un ramassis de vipères dont il doit être prêt à écraser la moindre tête qui veut le monde. Voilà pourquoi toutes les catastrophes de ces 20-30 dernières années qui ont frappé le peuple camerounais ont laissé Paul Biya indifférent. Quand j'observe le comportement du président du RDPC, Biya Paul, depuis son accession au pouvoir en 1982, il y a quelque chose qui personnellement me choque. Le professeur Franklin Messanga Nyamdi, dans cette vidéo, essaye de montrer que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a tout simplement détesté son pays, le Cameroun. Il s'appuie sur certains leviers qu'il juge solides. Il s'interroge. Comment se fait-il qu'après 40 ans de magistère du président de la République, son Excellence Paul Biya, il a réussi à conduire son pays, le Cameroun, de pays en voie de développement vers un pays très pauvre et surendetté. Ceci ne peut pas être le fruit du hasard, dit-il. Ceci n'est que le fruit d'une détestation profonde de son Excellence Paul Biya. Comment se fait-il que, père de tous les Camerounais, le président de la République ne s'est jamais rendu au chevet d'une des victimes de toutes les catastrophes qui ont marqué son magistère? On peut citer la catastrophe d'hier pour les plus récents, la catastrophe de Ngouachu, de Chantou et des catastrophes au quotidien de centaines, voire de milliers de morts sur les routes du Cameroun. Pire encore, il affiche un mépris caractérisé envers les Camerounais de la diaspora. Ceux qui meurent noyés dans la Méditerranée, ceux qui meurent dans les routes ensauvagées des pays étrangers à la recherche d'une vie meilleure. Le président Paul Biya, d'après son analyse, n'a aucune raison de détester ce pays qui lui a tout donné. Et pourtant, d'après lui, c'est le contraire. Dans cette intervention, le professeur essaye d'analyser une raison, ou alors les raisons de l'attitude du président de la République. Et ses conclusions sont sévères. Écoutez tout simplement cette vidéo du début à la fin, afin de vous faire une idée vous-même. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça nous fait plaisir. Et je voudrais en parler. J'ai l'impression que ce monsieur Biya Paul, à un moment donné, a contracté une haine profonde envers le peuple camerounais. Je recommence. Paul Biya a quelque chose contre le peuple camerounais. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'il a quelque chose contre le peuple camerounais. Parce qu'en fait, quand vous voulez diriger un peuple, le meilleur des cas, c'est que vous ayez envie de lui donner le meilleur de vous-même. Le meilleur des cas, c'est qu'il y a dans ce peuple quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous concerne, quelque chose qui vous engage. Et que vous voulez servir ce peuple parce qu'en fait, cela vous sert vous-même à vous réaliser. Or, quand on observe le comportement de Biya Paul envers le peuple camerounais, on se rend compte que une telle intuition, un tel contrat moral, une telle relation n'existe pas. Paul Biya n'aime pas le Cameroun, il n'aime pas les Camerounais. Alors, je vais donner quelques éléments d'appréciation de cette absence d'amour et même de cette haine, de ce cynisme, de cette indifférence. Alors, pourquoi je dis qu'il ne les aime pas? Il n'aime pas notre peuple au Cameroun parce qu'il ne s'est pas donné à cœur d'accomplir en plus de 40 ans les réalisations de base d'un État viable, d'un État digne au regard de l'évolution de la science et de la technologie moderne. Il n'a pas été capable d'assurer au peuple camerounais les conditions d'appartenance à la civilisation technologique, à la civilisation de la modernité contemporaine. Il n'a pas donné au peuple camerounais le minimum nécessaire pour être une nation de la période contemporaine. Comment peut-on diriger pendant plus de 40 ans un pays et le conduire du statut de pays en voie de développement au statut de pays pauvre très endetté, sans en être choqué, sans en concevoir une raison suffisante pour quitter la politique et même aller se réfugier dans un monastère pour demander la grâce du Seigneur? C'est le premier point qui me marque avec ce monsieur. Il n'a aucune pitié pour les Camerounais. Il sait qu'il n'a rien fait de décisif et de bon pour eux. J'ai entendu quelqu'un dire que oui, au minimum, Paul Biya a réussi à sauver l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun existe toujours. Hein, on a toujours des fonctionnaires qui écrivent dans les archives. Hein, on a toujours quand même
on a quand même une structure qu'on peut appeler le pouvoir public. Il a réussi à sauver l'État. Vous vous rendez compte? Mais est-ce que c'est Paul Biya qui a créé l'État du Cameroun? Est-ce que c'est lui qui a créé l'État du Cameroun? L'État du Cameroun a été créé par les colons britanniques et les colons français. Ceux-ci ont accompagné Ahidjo et Biya dans le fonctionnement de cet État jusqu'à l'instant où je vous parle. La preuve, la monnaie coloniale française du CFA est toujours opérationnelle. Quand il prétend avoir sauvé l'État du Cameroun, il ne constate même pas qu'en fait cette chose-là qu'il prétend avoir sauvée est un objet qui n'a jamais été souverain. C'est un objet qui n'a jamais vraiment appartenu aux Camerounais. Il a traité cet objet-là en suzerain, en vassal de l'ordre impérialiste et néocolonialiste français, occidental, étranger. D'où sa peur panique de participer véritablement aux batailles de libération du continent. Deuxième chose. Troisième argument, pourquoi je pense que ce monsieur-là n'aime pas les Camerounais? Qu'il a même de la haine envers les Camerounais. C'est son attitude quand les Camerounais sont confrontés à des tragédies. Biya s'est calfeutré dans son palais, s'est calfeutré dans sa famille, s'est calfeutré dans sa villégiature de Suisse. Il s'est calfeutré derrière les notes des services de renseignement camerounais et s'est mis simplement à traiter les Camerounais comme un ramassis de vipères dont il doit être prêt à écraser la moindre tête qui veut le mordre. Voilà pourquoi toutes les catastrophes de ces 20-30 dernières années qui ont frappé le peuple camerounais ont laissé Paul Biya indifférent. L'armée, la police, la gendarmerie massacrent les Camerounais dans les rues. Biya ne s'est jamais rendu dans une famille de victimes. Même quand l'armée, en pleine folie, massacre une femme avec son bébé dans le dos, dans le nord du Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun, au vu et au su des caméras du monde entier, Paul Biya ne daigne pas faire preuve de compassion envers la famille de la femme et des enfants assassinés. Lorsque des catastrophes comme le terrible accident ferroviaire d'Ezeka ont lieu, les catastrophes comme le nombreux accidents terribles qui ont frappé les vies camerounaises sur les pseudo-routes de ce pays, lorsque ces catastrophes ont lieu, lorsque les Camerounais, en raison de l'impécuniosité des hôpitaux, crèvent comme des mouches, Paul Biya n'a jamais daigné, il n'a jamais daigné souffrir et se rapprocher d'eux. Enfin, j'ai une dernière raison à laquelle je pense souvent, c'est son attitude envers les Camerounais de la diaspora. Paul Biya est le président le plus méprisant qui soit envers sa diaspora en Afrique. Je ne connais pas de président plus méprisant envers sa diaspora en Afrique que Paul Biya. Il a considéré par définition que la diaspora est faite pour nuire à son pouvoir parce que la diaspora ne lui était pas favorable. La diaspora ayant la facilité de comparer la pratique politique de Paul Biya avec d'autres pratiques politiques qui prouvent que il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de fatalité camerounaise, il n'y a pas de fatalité africaine, on peut mieux gouverner les gens. Quand vous êtes dans la diaspora, même quand vous êtes membre du parti au pouvoir au Cameroun, le RDPC, vous avez l'occasion de voir que des pays beaucoup plus normaux fonctionnent mieux que le nôtre. Ils fonctionnent mieux que le Cameroun. Donc, en fait, forcément, quand vous vivez en diaspora, vous devenez opposant à Paul Biya. Même quand vous êtes du RDPC, quand vous vivez en diaspora, vous devenez opposant à Paul Biya. Parce que ce que vous obtenez facilement en termes de transport public, ce que vous obtenez facilement en termes de soins, ce que vous obtenez facilement en termes d'assistance juridique, ce que vous obtenez facilement en termes de facilité de vie, de conditions et d'équité, par exemple, dans les situations professionnelles, vous ne l'avez pas au Cameroun. Forcément, même quand vous seriez le plus grand zélote du RDPC, quand vous regardez l'état du Cameroun, vous ne pouvez qu'être en désaccord avec Biya Paul. Mais le monsieur a conçu une telle haine, un tel mépris des Camerounais, que ceux qui meurent sur les routes des migrations sauvages du Sahel, du Sahara, de la voie du Moyen-Orient ou sur la voie de l'océan Atlantique vers l'Amérique latine ou vers l'Amérique du Nord, Paul Biya s'en fout complètement. Les Camerounais qui se noient dans la mer Méditerranée, Paul Biya s'en fout complètement. Des centaines de Camerounais qui sont dans des centres de rétention administrative pour sans-papiers à travers l'Europe, Paul Biya s'en fout complètement. Les Camerounais qui sont pris comme captifs chez les criminels racistes du Moyen-Orient, Paul Biya s'en fout complètement. Il a littéralement réussi à faire disparaître la diaspora de son champ mental. Il ne la prend en compte que quand elle lui nuit. Et quand il faut nuire à ceux qui lui nuisent. Le reste du temps, il s'en fout qu'il y ait une diaspora au Cameroun. Donc voilà l'attitude du monsieur. Et cette attitude se traduit maintenant envers son attitude, envers le comportement qu'il a choisi face à sa succession nécessaire. La succession de Biya Paul est nécessaire. Pourquoi? Parce que il ne peut pas être éternellement
président de cette république bananière. Paul Biya, comme vous, comme moi, comme n'importe quel être humain, Paul Biya n'est pas immortel, il n'est pas éternel, je veux dire sur le plan biologique. Dès qu'un homme naît, eh bien, il va mourir. Il doit mourir. Paul Biya est aujourd'hui, davantage, tout le monde le voit, proche de son tombeau que de son berceau. Au lieu d'offrir à ce peuple l'occasion d'une respiration musicale, d'une respiration morale, spirituelle, en permettant que se tiennent des assises pour refonder le pays sur des bases avantageuses pour tout le monde, Paul Biya a décidé de s'accrocher au pouvoir jusqu'à son dernier souffle. Il a écrit un décret pour nommer son propre fils, mais seulement quand on aura signalé que lui, Paul Biya, est décédé. Et il signe un décret pour nommer son propre fils en sachant très bien que cette nomination va entraîner une guerre civile au Cameroun. En sachant très bien qu'à l'intérieur de son propre régime, il y a actuellement des forces qui sont à l'œuvre pour affronter son fils. Quand celui-ci va s'autoproclamer président, vice-président de la République, par conséquent dauphin constitutionnel. Paul Biya sait que les dispositions qu'il est en train de prendre pour confisquer le pouvoir en famille, avec son conclave familial là, ces derniers jours à Genève, il sait que ces dispositions vont conduire le Cameroun vers la guerre civile. Mais bien qu'il le sache, il estime que c'est la seule solution pour que de son vivant, son pouvoir ne soit pas contesté. Il lui faut confisquer le pouvoir pour son fils, veiller à ce que ce fils n'exerce le pouvoir qu'en son absence, parce que de toutes les façons, il part aussi du principe que après lui, il s'en fout. Ce qui m'amène à une autre intuition, parce que je me promène à vélo dans le cerveau de Biya là ce soir. Ce monsieur-là, Paul Biya, il sait que c'est sa dernière incarnation sur la terre. Je vais m'expliquer. Les Africains de tradition et tous ceux qui ont un tant soit peu d'expérience spirituelle savent que nous, les êtres humains, nous avons potentiellement 3 directions après notre mort. 3. Nous avons potentiellement 3 directions après notre mort. Écoutez-moi bien. Première direction, la destruction éternelle. C'est-à-dire que le tout-puissant maître de vie ne nous accorde même pas la possibilité de renaître dans une famille. Deuxième possibilité, la réincarnation sous une forme vivante. Bien souvent une forme humaine, c'est-à-dire sous la forme d'un nouvel enfant, fille ou garçon, parfois sous la forme d'un animal, parfois sous la forme d'une plante. Oui, dans la théorie africaine de la métempsychose, qui d'ailleurs largement a été copiée par Platon, et que l'on retrouve depuis 6000 ans chez les négro-égyptiens, il est possible, quand on meurt, qu'on se réincarne sous une autre forme, mais une forme elle-même mortelle. Enfin, troisième possibilité de l'âme humaine, c'est l'entrée dans ce qu'on appelle le paradis, Firdaus, c'est-à-dire l'entrée dans la vie surnaturelle, ancestrale, angélique. À ce moment-là, on entre dans une vie de qualité supérieure et on entre dans un service beaucoup plus élevé de la création du Tout-Puissant. Ce qu'on appelle donc le paradis ou le monde angélique, c'est une vie surnaturelle qui est amplement meilleure, amplement plus merveilleuse, plus joyeuse, une vie plus accomplie que celle que nous pouvons accomplir sous la forme humaine. Alors, Paul Biya, qui est nécessairement au courant de ces 3 destinations de l'âme, à votre avis, la haine envers laquelle il se comporte contre le peuple camerounais, y compris contre sa propre famille, qu'il va plonger dans une guerre civile au Cameroun, cette haine-là que Paul Biya a contre le peuple camerounais et même contre sa propre famille, qu'il va plonger dans la guerre, elle nous indique que Paul Biya sait de quel côté il va aller quand il va mourir. Paul Biya parie pour la destruction éternelle de son âme. Et quand quelqu'un sait qu'il va disparaître pour toujours, il peut développer justement ce qu'on appelle le je m'en foutisme. Il peut développer un cynisme et une indifférence, c'est-à-dire que même son propre enfant, sorti de sa propre chair, et regardez l'état dans lequel se trouve une Brenda Anastasie Biya. Si Paul Biya était un père normalement constitué, est-ce qu'il laisserait sa fille dans cet état? Est-ce qu'il laisserait sa fille dans l'état où elle est? Si Paul Biya était un père sérieux, il laisserait sa fille se tenir à la télévision, dire qu'elle cherche une femme à épouser? Paul Biya laisserait ça? Je reviens à la théorie des 3 destinations. Et j'espère que vous m'écoutez bien ce soir. Je vous parle à bâton rompu. Il y a 3 destinations possibles de l'âme. La destruction éternelle. Ceux qui sont convaincus qu'ils vont à la destruction éternelle sont souvent les plus méchants. Les plus méchants. Parce que de toutes les façons, leur doctrine c'est Mouraouaou. Quelqu'un est mort, il est mort. Un type comme Paul Biya comme ça, il s'en fiche en réalité de ce qui va se passer quand il aura clamsé. Tout ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on le dérange de son vivant. Que Franck Biya, dont il a pourtant marqué le nom, probablement maintenant, sur un décret, que Franck Biya se fasse suicider par ses camarades du RDPC,
Paul Biya s'en fiche complètement. Il ne veut juste pas que ça arrive de son vivant à lui. Parce que de toutes les façons, Biya sait qu'il ne se réincarnera pas. Il sait que le mal qu'il a fait est tel que le Tout-Puissant ne va pas le recycler. Et ce que je suis en train de vous dire vous permet de comprendre d'une manière très subtile d'où vient la méchanceté de certains individus. Les plus grands méchants sont des gens qui savent qu'ils ne se réincarneront plus et qui savent qu'ils n'ont pas l'espérance de la vie paradisiaque. Les plus grands méchants. Et je vous donne une autre anecdote pour vous aider pour cela. On a demandé à Donald Trump, l'actuel président américain, on lui a demandé, est-ce que vous pensez, parce qu'il revendiquait, il disait qu'il était le pape, etc. Et puis quelqu'un lui a dit, est-ce que vous pensez vraiment que quand vous allez mourir, vous irez au paradis? Là, Donald Trump a été honnête. Il a dit honnêtement, je ne crois pas. Il n'y a aucun risque. Je cite Donald Trump. Il a répondu aux journalistes, il n'y a aucun risque que j'aille au paradis. Ce qui vous révèle l'esprit de Trump. C'est pour ça qu'il kidnappe Maduro, il tue Ali Khamenei, il massacre les Palestiniens avec son ami Netanyahou, il va sur l'île d'Epstein pour y pratiquer des choses absolument abominables, parce qu'il part du principe que Mouraouaou, quelqu'un est mort, il est mort, et que lui, de toutes les façons, le jour où il a quitté ce monde-là, c'est terminé pour lui. Est-ce que vous comprenez la psychologie de Trump? Pourquoi Trump est-il aussi facilement méchant? Pourquoi est-il aussi gratuitement et délibérément méchant? C'est parce qu'il sait et il a la conviction qu'il n'aura pas droit à une nouvelle chance. Qu'il ne pourra même pas se réincarner dans une forme humaine. Ces gens-là le savent. Trump a répondu aux journalistes, je sais que moi, je ne me réincarnerai plus. Je vous dis mot pour mot ce qu'il a dit. Et le même Trump dit que sa mère était vraiment pieuse, que sa mère avait un très grand attachement aux valeurs chrétiennes, aux valeurs humaines, et qu'il croit que sa mère, elle, probablement, a bénéficié d'une récompense, d'une vie nouvelle. Donald Trump, allez lire Donald Trump. Le gars sait pourquoi il est méchant. Il est méchant parce qu'il a choisi la gloire de ce monde. Il a choisi de tout faire en cette vie. Il a choisi de vendre son âme à cette vie-ci. C'est pour ça qu'il est méchant. Et je vous donne ce critère. Quand vous voyez quelqu'un qui, du point de vue psychologique, se comporte comme s'il n'y avait qu'une seule vie, celle-ci, faites très attention. Cette personne peut tuer père et mère, même enfant, pour les biens de ce monde. Les gens qui font ça là, c'est les gens qui ont déjà coupé Ignam, pour ainsi dire, avec Dieu. Qui ont coupé Ignam, j'utilise les expressions ivoiriennes, c'est-à-dire qui se sont débarrassés de la question de la conscience. Ils n'ont pas de conscience. Ils paraissent conscients, mais ils utilisent leur conscience que pour surveiller leurs arrières et protéger leur pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est important quand même d'entrer dans la psychologie d'un type comme Biya pour savoir pourquoi il est mauvais. Il est mauvais parce qu'il est conscient que tout le mal qu'il a fait ne lui vaudra sans doute pas le pardon du Tout-Puissant. Donc, maintenant, il est dans le sagat. C'est une expression très camerounaise, sagat. Alors, le sagat arrive souvent quand on est dans une affaire et il y a un gars qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Si lui n'a pas ce qu'il voulait, il préfère que ça se gâte pour tout le monde. Par exemple, voilà, on est en train de jouer et à un moment donné, lui, on le place comme remplaçant. Comme il ne veut pas que quelqu'un joue, il perce le ballon. Et il dit sagat. Vous avez déjà vu ça? Vous connaissez des gens comme ça? C'est Biya. Monsieur sagat. Il mélange tout. Vous connaissez des gens, il est dans un jeu, il est en train de perdre. Quand il sent qu'il est en train de perdre, il détruit tout le jeu. Il mélange tout. Même les cartes, il mélange tout. Il dit sagat. C'est Paul Biya. Paul Biya, c'est le président du sagat. Parce qu'il n'espère plus rien en fait de la vie. Il s'est efforcé de se donner la plus grande longévité possible. Il a dû sans doute se dialyser un nombre de fois extra. Paul Biya a lavé son sang, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de fois, pour pouvoir vivre jusqu'à 100 ans au besoin. C'est tout son problème ça. Parce qu'en fait, depuis un moment, il sait qu'il ne se réincarnera pas. Il sait qu'il ne sera pas admis à une vie surnaturelle, ancestrale, angélique. Biya le sait. Donc, il est dans le sagat. Alors, actuellement, quelles sont les forces en présence au Cameroun? Les forces en présence au Cameroun, ce sont les héritiers internes du régime de Biya qui se préparent à s'affronter, notamment parce que Biya a décidé de choisir son fils pour protéger ses arrières. Ces héritiers, qui sont tous membres du RDPC, contrôlent des pans de l'armée camerounaise les uns contre les autres et attendent que le feu aux poudres soit mis par l'annonce de la mort du tyran. Dès qu'on annoncerait que Paul Biya a passé l'arme à gauche, tout naturellement, le plan de succession qu'il a mis en place, c'est qu'on publie le décret de la nomination de son fils comme vice-président et que de facto celui-ci se mette à exercer le pouvoir et à organiser, pour ainsi dire, ses obsèques nationales officielles. Mais il y a d'autres clans à l'intérieur du pouvoir qui n'entendent pas se laisser compter une telle histoire. Ils ne s'en laisseront point compter
Ils tenteront tout naturellement de dégommer l'héritier que Biya a désigné. La grande question est la suivante. Quelles conséquences pour le peuple camerounais? Moi, j'ai toujours dit que c'est un schéma terrible. Parce que lorsque les factions et même les fractions du régime de Biya vont commencer à s'affronter, les autres forces opportunistes qui essayent de détruire le Cameroun depuis plusieurs années vont s'engouffrer dans le territoire national. Je vous invite à constater que une partie du mouvement ambazonien a été financée par des puissances impérialistes anglo-saxonnes, occidentales. Je vous invite à constater que Boko Haram, qui sévit dans le nord du Cameroun, est un détachement de la même engeance criminelle qui ensanglante le Mali, le Burkina Faso, le Niger, Al-Qaïda, l'État islamique, qui sont des détachements de mercenaires occidentaux, de mercenaires français. Je tiens à vous faire remarquer que la frontière camerouno-centrafricaine est de nouveau hyper fragile, puisque les néocolonialistes français, qui font tout pour se repositionner maintenant au Tchad, où le président Mahamat Idriss Déby Itno est en train d'avaler littéralement sa copie, les néocolonialistes français ont réactivé des groupes criminels qui opèrent et envisagent de prendre Bangui sous tenaille, prendre Bangui en tenaille à partir du territoire camerounais. C'est notamment le cas des troupes du grand criminel Nourdine Adam. Donc le Cameroun est entouré de facteurs d'implosion, d'explosion, de facteurs de déstabilisation qui ne manqueront point de s'aggraver lorsque, à l'intérieur même de l'appareil d'État, va éclater la bagarre. Dans l'un de ses sketchs favoris, l'oncle Ochama Mourbekié, de son vrai nom, Daniel Ndo. Daniel Ndo, dans l'une de ses pièces de comédie favorite, entre dans un bar n'ayant plus rien en poche. Mais n'en étant pas moins mordu par une soif extrêmement, une troisième, puis une quatrième. Et puis à un moment donné, il faut quand même qu'il paye. Le barman lui dit, bon, maintenant il est temps de payer. Et Ochama Mourbekié lui dit, j'avais dit de me donner avant la bagarre. Le temps de la bagarre donc est arrivé. Paul Biya se comporte comme Ochama Mourbekié. Un décret avant la bagarre. Le décret de Biya pour nommer son fils vice-président ressemble comme deux gouttes d'eau à la promesse d'Ochama Mourbekié au barman qui lui demande ce qu'il veut boire. Que voulez-vous boire? Un whisky avant la bagarre. À Paul Biya, le peuple camerounais pose la question, qu'est-ce qu'on va alors voir? Paul Biya répond, un décret avant la bagarre. C'est une irresponsabilité notoire pour un homme de cet âge que de laisser sa famille livrée à l'éventualité d'une guerre civile, laisser son pays livré au risque d'une guerre civile, uniquement parce que lui-même a perdu l'espérance en la vie surnaturelle, parce que lui-même sait qu'il ne se réincarnera pas, parce que lui-même sait que cette vie-ci est la dernière que son âme ait pu avoir du Tout-Puissant. Nous sommes donc confrontés ici à un summum de méchanceté et le peuple camerounais n'a pas d'autre choix que de s'inspirer de l'expérience révolutionnaire d'autres peuples confrontés à des autocraties vieillissantes comme celle-ci. Pour obtenir la transition panafricaine, populaire au Cameroun, il faudra nécessairement que les forces saines, les forces de défense et de sécurité s'allient avec les forces panafricaines de la société civile afin de déclencher un processus de transition permettant de refonder le Cameroun comme République fédérale panafricaine.